Nous en sommes au premier pétale. Et là, je vais aborder les choses à partir d'un concept de marketing qui est le pouvoir illimité de l'ignorance volontaire. C'est-à-dire, le client ne voit pas ce qu'il ne veut pas voir. Vous savez, Napoléon disait « Je sais les temps où quitter la peau du lion pour entrer dans celle du renard. Le renard, la ruse, le lion, le courage. » Napoléon va se faire renard. Il va créer tout un monde d'illusions pour faire croire à ses ennemis qu'ils sont les meilleurs. Pour comprendre cela, ses ennemis, le tsar, Alexandre Ier, le tsar de Russie, mais aussi l'empereur d'Autriche, qui est empereur du grand empire romain germanique, sont des aristocrates. Et pour comprendre ce sentiment de supériorité qu'ils ont par rapport à lui, qu'ils ont toujours considéré comme un empereur fantoche, et souvent comme un général qui finalement a eu de la chance dans les batailles, il faut comprendre d'où vient le mot aristocratie. En grec ancien, ça vient de Aristos kratein. Aristos qui veut dire le meilleur, kratein qui veut dire gouverner. En fait, les aristocrates, c'est le pouvoir des meilleurs. Ses ennemis croient éperdument qu'ils sont les meilleurs. Alors, Napoléon, par tout un système de jeu d'illusions, vrai, pas vrai, va les entretenir le plus longtemps possible dans cette illusion. Pour comprendre cela, je vous propose d'aller faire un tour en philosophie dans le mythe de la caverne de Platon. Vous vous souvenez, dans le mythe de la caverne de Platon, nous avons des prisonniers qui sont enchaînés dans une caverne et qui ont pris l'habitude, parce qu'ils ne voient pas autre chose, ils sont tellement enchaînés qu'ils ne peuvent même pas bouger la tête, ils voient des ombres défiler sur le fond de la caverne. Et Platon nous dit, imaginons qu'un prisonnier se libère, il verrait devant l'entrée de la caverne un mur, derrière le mur des gens qui défilent en portant des emblèmes, et puis s'il continuait à avancer, nous dit Platon, il verrait une colline et un feu qui brûle sur cette colline. Et il comprendrait du même coup que les ombres qu'il avait pris l'habitude de contempler avec ses amis du fond de la caverne, des prisonniers, n'étaient que les ombres projetées par le feu de la colline, des emblèmes portés par les hommes, cachés par le mur qui, comme nous dit Platon, les dissimule comme la rampe cache le montreur de marionnettes. Eh bien, Napoléon va enchaîner ses ennemis à croire à l'illusion qu'ils lui sont supérieurs, de façon à qu'ils commettent la faute dont il va profiter. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Le feu sur la colline éclaire les ombres et les projette sur le fond de la caverne. Il va éclairer la perspective générale de la bataille de sa peur. Il va faire croire qu'il a peur parce qu'il est en nombre insuffisant, 50 000 hommes, alors que les Russes et les Autrichiens ont entre 80 et 90 000 hommes. C'est cette notion même de l'illusion et d'une vérité qui n'est pas une réalité qui va être ce que Napoléon appelle la pensée de la bataille, c'est-à-dire une vision générale et synthétique de la bataille. Vous savez, Montaigne, au XVIe siècle, dit qu'en fait, il y a différence dans ses essais, qu'il y a différence entre réalité et vérité. La réalité, c'est ce qui est. La vérité, c'est ce dont on est capable de persuader autrui. Napoléon va développer toute une série de choses pour faire croire à ses ennemis qu'il a peur et qu'ils lui sont supérieurs, qu'ils sont les meilleurs. Et pour cette notion de leur faire croire, il va donc manier toute une série de choses, toute une série de faits, de fonctionnements pour accréditer cette idée. Et c'est à partir de là qu'il va concevoir sa bataille comme un jeu des illusions dont il va profiter.